Bon. Ça pèse une tonne, hein. En vrai, elle serait bien là, mais va falloir faire une étagère et tout, quoi. Je sais pas où je vais la mettre, mais va falloir trouver un endroit. Bon, en attendant, je peux pas la mettre là, quoi. Mais elle est belle. Elle est très belle. Même avec les reflets et tout, ça rend bien. Bref. Oui. Vous avez été très nombreux à le demander. Et j'avoue que vu la course, je peux pas vraiment ne pas faire un Fast Five de cet événement. Un 3 de front, la bataille pour la tête pendant toute la course, les dive bombs, un crash à haute vitesse quand même. Un cocktail qui était absolument explosif pour ce GP Explorer qui a volé, on va le dire, la vedette au Grand Prix du Japon de Formule 1 en ce week-end du 8 octobre. En France en tout cas, parce que, bon, 1 million de vues sur Twitch quand même, hein. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le GP Explorer 2022. C'est parti. C'est fou. C'est dingue. Allez, on commence par la première réaction qui n'est pas sur la course mais plutôt sur la qualification et en particulier la Q2 avec la très grosse sortie de piste de Joyka dans le virage le plus rapide du circuit, la fameuse courbe Dunlop. Alors les virages à haute vitesse, comme la courbe Dunlop du coup, doivent se prendre avec un filet de gaz ou alors à fond. En fait, il faut que la charge de la voiture, entre guillemets, soit sur les pneus arrière et surtout pas sur les pneus avant pour éviter de créer un survirage et une perte de contrôle de la voiture. Alors c'est vrai que dit comme ça paraît un petit peu contre nature, mais on est plus en sécurité à passer la courbe à fond qu'en freinant dedans. Et c'est ce qu'a fait très bien Joyka, hein, il n'a pas froid aux yeux, la trajectoire elle est bonne, peut-être un petit peu loin de la corde, mais en vrai ça va, et il était à fond. Alors en fait le vrai problème réside dans la chauffe des pneus, il est encore tôt sur le circuit, la piste est encore vraiment assez froide pour le coup, l'adhérence elle est assez précaire et même si on arrive à chauffer quand même les pneus, ça reste difficile d'avoir suffisamment d'adhérence et de confiance. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas pris Dunlop à fond lors des essais libres, quelques dizaines de minutes plus tôt parce que en fait la piste ne le permettait pas avec les pneus et la température. Pour la Q1, on est parti avec des pneus neufs. Là aussi, faut les faire chauffer. Ça prend beaucoup plus de temps que des pneus qui sont rodés, qui ont déjà roulé. Et Joyka en Q2 doit aussi refaire chauffer ses pneus comme tous les autres pilotes et monter en rythme graduellement, mais il faut commencer un petit peu à tabasser les pneus entre guillemets pour leur donner de la température. Alors du coup, il se fait surprendre à la courbe Dunlop le tour d'avant où il rattrape de justesse quand même la voiture, signe que les pneus arrière n'ont pas encore assez de température. Psychologiquement parlant, ça met pas en confiance et tout le monde a eu son petit moment de frayeur dans ce virage et croyez-moi, ça a vraiment absolument rien d'agréable quand tu commences à perdre l'arrière à 200 km/h dans une courbe rapide où il y a le mur qui est pas très loin. Non, c'est pas cool. Alors la mise en rythme est un petit peu trop faible pour Joyka qui arrive pleine balle avec des pneus peut-être encore un chouïa en dessous de la bonne fenêtre de température et il perd l'arrière de la voiture sur une petite compression en fin de courbe avec un petit peu trop de volant tout en étant à fond, il relâche pas les gaz et ça part. Alors du coup l'erreur de Joyka en fait elle réside pas dans son pilotage, sa trajectoire etc sur ce virage mais plutôt dans sa chauffe des pneus sur une piste qui est encore un peu fraîche et qui est difficile à exploiter si on ne fait pas chauffer la gomme plus que d'habitude par rapport à tous les entraînements qu'on a eu. Et en fait, c'est là où ça a été le plus compliqué, je pense, pour nous tous. C'est que le matin, que ce soit le vendredi la veille ou que ce soit le samedi, le matin, la piste était vraiment super froide et c'était vraiment comme de la glace. Qu'on se le dise vraiment entre nous, hein, l'exploit réside dans le fait de reprendre la piste quelques heures plus tard avec une nouvelle voiture pour prendre part à la course. Psychologiquement, c'est l'épreuve pour des pilotes amateurs comme nous qui est la plus difficile à surmonter. Si tout le monde avait eu un crash comme Joyka, ça aurait été super difficile psychologiquement. Alors du coup, les mécanos de la FFSA, bon, ils ont quand même un petit peu l'habitude de remonter des voitures en vitesse express lors des meetings du championnat de France de F4. Surtout que là, pour le coup, celle de Joyka était quand même vraiment bien plus abîmée que d'habitude sur ce qu'ils peuvent réparer. Donc du coup, là, chapeau, faut bien évidemment saluer le travail des mécanos qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure et qui se sont donnés à 200%. Joyka, lui, il terminera la course 20e, mais il la terminera et il sera allé au bout de l'aventure et rien que ça, je trouve ça absolument magnifique. C'est un immense bravo qu'il faut lui donner à Joyka parce que il a eu des épreuves pas faciles et il est allé au bout. Deuxième réaction, on va parler de ceux qui avaient pas du tout le time, mais vraiment pas du tout le time et qui nous ont offert des sublimes remontadas. On va parler de Gilles et de Valouz. Là, alors ce sont deux pilotes qui se sont fait piéger par la qualification et le drapeau rouge provoqué par l'accident de Joyka et qui se sont retrouvés plus bas sur la grille.
que ce à quoi ils pouvaient prétendre. Donc on n'était pas à l'abri de voir de leur part une belle remontée, et alors du coup si on se penche sur Gilles, bon départ, précautionneux, mais il trouve l'ouverture en suivant Katsub qui passe Theo Babac dans la Rhino Shield. Quelques virages plus tard, à l'entrée des S bleus, le pilote alpine il nous lâche un dive bomb, un frein, mais qui est absolument sublime. C'est sorti de nulle part, ça a surpris Katsub qui ne s'y attendait absolument pas, qui l'a vu d'ailleurs au dernier moment, et là en termes de roue contre roue, on était bien proche quand même, hein. Mais c'est passé, bravo à Gilles. Gilles va continuer sur sa lancée en se montrant dans les rétros de Dobby, qui va ouvrir un petit peu la trajectoire dans le chemin au bœuf, dans le fameux gauche-droite très rapide là. Un tour plus tard pour le passer, et puis alors derrière rebelote sur Bibi, qui était en bataille absolument acharnée avec Manon au volant de l'autre Alpine, et du coup le petit Gilles, le grand quand même, Gilles, va en profiter à la sortie du garage vert. Et alors si le dive bomb a fonctionné sur une voiture à l'entrée des S bleus, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Si ça fonctionne une fois, ça fonctionne deux fois, donc Gilles nous plante un frein absolument parfaitement maîtrisé sur Manon, et se retrouve dans le top 10 justement en étant parti P15. Devant lui, ce sera un petit peu plus loin, donc ce sera un petit peu compliqué d'aller les chercher. Mais il va compter sur 2 faits de course pour grappiller quelques places avec l'accrochage entre Xari et Pierre, et puis la sortie de piste de Prime en fin de course. Bref, P7 à l'arrivée pour Gilles, du très bon boulot, malgré une petite sueur et un joli petit blocage du train arrière en étant surpris d'arriver bien plus vite dans le virage du musée que Bibi. Mais vraiment, en vrai, une très belle course avec de la belle maîtrise, ça fait super plaisir de voir ça. Alors devant Gilles, on avait donc Valouz, lui aussi qui pouvait prétendre à la Q3 et une bonne position sur la grille. Il a dû se battre pour pouvoir remonter. Départ canon, il efface Katsub tout de suite sur la prise d'élan au départ. Il avale la Rhino Shield de Theo Babac avant la courbe Dunlop et se retrouve tout de suite dans la boîte de vitesse de Bibi. Levé va donc tout simplement sauter sur une erreur de la part de Bibi qui prend un petit peu trop large dans le chemin au bœuf pour passer, puis il va se placer à l'extérieur dans le virage de la Chapelle pour planter un freinage à l'intérieur de Dobby, alors en bataille avec Manon au virage suivant. S'ensuit une belle bataille bien acharnée du coup avec Manon qui ne lâche absolument rien malgré un tendon déchiré à l'épaule. Honnêtement c'est pas marrant. Valouz se montre dans les rétros au garage vert, ne passe pas, même chose au chemin au bœuf. Tant qu'il n'est pas sûr de pouvoir vraiment passer et s'imposer, il tente rien et il finit par jeter à l'intérieur à l'entrée des S bleus. C'est là où j'ai l'impression que Manon avait un petit peu du mal à emmener un peu plus loin son freinage. Le reste de sa course a été un peu comme celle de Gilles, un petit peu seul, et a bien géré correctement et intelligemment le trafic en anticipant bien que la voiture de devant l'avait bien vu pour éviter l'accrochage. Et comme Gilles, il va bénéficier de l'accrochage entre Xari et Pierre et de l'abandon de Prime pour prendre une belle P6. Et avec cela, le trophée constructeur en montant sur le podium. Très belle course de sa part aussi. Sage, propre, efficace. Gilles Valouz, ça a été clean, ça a été efficace. On adore. On l'a vite fait aborder dans les remontadas, mais on va parler du fait de course principal qui a fait sortir une safety car, c'est l'accrochage entre Xari et Pierre. Alors, si on vient un petit peu en arrière, on avait une belle bataille avec un groupe de fous furieux. Pierre, Xari, le bouseux. Bouzy s'est enfui après avoir fait un magnifique 3 de front en arrivant au chemin au bœuf. Pas le meilleur endroit pour faire un 3 de front pour le coup, mais bon, let's go. Grosse paire de faire ça, c'était à celui qui freinait le plus tard. Xari a temporisé et Pierre avait la bonne trajectoire. Tout s'est bien passé et derrière Xari passe Pierre en s'aidant d'un retardataire d'ailleurs au raccordement. Un tour avant l'accrochage, en fait, Xari passe déjà une première fois assez large et se fait un petit peu secouer, on va pas se le cacher. Et le tour d'après, en ayant une trajectoire un peu similaire, voire peut-être un petit peu plus large encore, il perd l'équilibre de la voiture sur les vibreurs qui la font un petit peu sauter. Avec un petit peu trop d'accélérateur, le moteur s'emballe et ça provoque forcément un bon gros survirage qui le fait partir en semi-tête à queue. Il chope les freins tout de suite, donc du coup la voiture elle glisse de ses 4 roues à l'équerre. Alors Pierre qui le suit de près, le voit partir en travers, prend le réflexe normal et assez naturel, j'ai envie de vous dire, de freiner en ouvrant un peu le volant car il sait pas vraiment par quel côté passer, est-ce qu'on passe à droite ou plutôt à gauche, où est-ce que va aller Xari, et finalement il sort de sa trajectoire de base et quand il reprend, on va dire, de l'adhérence sur le train avant, il tourne mais il se retrouve pile poil dans la voiture de Xari. Alors le choc reste assez entre guillemets violent, ou du moins il reste vraiment très sec. Je sais pas si Xari s'est fait mal au poignet ou même aux mains, mais Pierre tape en plein dans le train avant de Xari et le volant s'emballe directement et du coup c'est à se casser les pouces ce genre de choses, donc c'est assez dangereux. Et Xari se fait naturellement surprendre là aussi par le choc. Je vous l'ai toujours dit, en sport auto, le regard c'est ça qui conduit la voiture. Regardez une voiture qui part en travers devant vous,
ça vous la fait suivre et vous lui rentrez dedans en fait. On est face à un danger et notre cerveau forcément il va se focaliser dessus. Pour ma part, moi j'ai vécu quelque chose de vraiment très similaire sur une session d'entraînement avec Squeezie. On n'est pas allé au contact, mais le fait de regarder continuellement sa voiture m'a fait aller droit dans lui et in extremis, t'es là, tu dis non, faut que je regarde un endroit où j'ai envie d'aller et où il n'y a pas la voiture. Et ça demande un véritable effort de concentration parce que dans ces cas-là, faut garder le regard sur nos points de repère, donc le point de freinage, braquage, la corde, la sortie, etc. du virage, mais il faut dire au cerveau et aux yeux de surveiller la voiture en perdition avec la vision périphérique. Et ça, c'est hyper difficile en fait. Et alors même si on s'est entraîné, tous les pilotes, moi compris, on est encore assez just, entre guillemets, en termes d'habitude sur ce que notre regard priorise et comment on gère notre vision périphérique. Pour améliorer ça, il n'y a pas de secret, c'est le battac et rouler toujours et encore plus, parce que c'est une question d'habitude à un moment donné. Alors du coup, si on prend l'exemple d'un pilote pro de F4, probablement ou peut-être qu'il aurait évité de justesse l'accrochage, mais je pense sincèrement que sur les 22 pilotes qui étaient présents sur la piste, quasiment tout le monde aurait fait comme Pierre. On n'a pas ce niveau de préparation. Et vraiment, le sport auto, faut des temps de réaction qui sont hyper rapides. C'est vraiment pas simple. Et je sais pas s'il y avait vraiment une autre alternative de pouvoir éviter l'accrochage. Bref, donc c'est un fait de course qui a quand même une grosse incidence au classement constructeur, car Pierre et Sylvain étaient partis pour le remporter. C'est aussi ça, le sport automobile, d'être pris parfois contre son gré dans un incident. Quatrième réaction, je voulais vous parler de celle qui m'a probablement le plus touché dans cette aventure par tout ce qu'elle a traversé et le fait qu'elle ait vu l'arrivée. En plus de faire, faut le dire, une super course, c'est Dejna. C'était un combat contre elle-même plus que contre les autres pilotes. Elle est la preuve que prendre en main une voiture de course, c'est psychologiquement pas aussi simple qu'on le pense. Elle s'est fait quelques très grosses frayeurs pendant les entraînements, mais elle a absolument rien lâché, même quand c'était la giga galère, elle était toujours à deux doigts d'arrêter. En fait, elle a toujours trouvé ce petit truc pour repartir, remonter dans la voiture et s'améliorer. Alors si on se concentre un petit peu sur la course, son départ a été presque giga canon. En fait, elle a eu un temps de réaction qui a été parfait, mais elle a eu le réflexe de ne pas doubler avant la ligne blanche pour éviter de prendre une pénalité. Donc voilà, mais autrement, elle aurait grillé mais un paquet de gars sur le départ. Alors la petite Dej, elle nous lâche un magnifique dive bomb au virage du musée, un plongeon dans les règles de l'art, joli frein à l'intérieur et tout, et elle prend une position et du coup elle se retourne pas, elle regarde pas le rétro, elle regarde pas ce qui se passe derrière, parce qu'elle lance encore un nouveau beau plongeon un petit peu plus loin sur Joyka en arrivant au chemin au bœuf. Boum, une place de plus de gagner, et derrière, elle commence à s'échapper avec un vrai bon rythme. Alors ça manque un peu de puissance dans les freins, mais l'étrage, globalement, c'est bien. Elle prend même la courbe Dunlop à fond, chose qu'elle n'avait pas vraiment fait pendant les entraînements, ni même avant la course. Le pilotage, il est propre. On sent qu'il y a de l'engagement, même du plaisir, bref, ça se passe bien. Alors malheureusement, Dej, elle nous fait quand même une petite erreur d'appréciation en arrivant à la chicane d'Allop. Il lui manque encore de mettre un peu plus de puissance sur le frein, sinon ça passait nickel. Et du coup, elle part en semi-tête à queue, elle repart après un long moment, portée par la foule qui l'a encouragée à repartir, donc ça c'est trop cool. Elle se démonte pas pour autant, elle repart à l'attaque, de Sofiane et de Joyka qu'elle repasse encore une fois, tout en maîtrise pour le coup, encore une fois. D'abord au chemin au bœuf, puis ensuite au musée, je crois. Là aussi, joli plongeon à l'intérieur, tout en maîtrise. Si vous voulez que je vous dise, c'est top. Alors Dej, elle finira par voir l'arrivée, malgré un autre tête à queue à la chicane d'Allop. Elle prend la 19e place et a tout donné dans la voiture. Mais c'est fou. J'en profite pour glisser un petit big up à Catsup et à Manon aussi, P13 et P8 respectivement, à l'arrivée quand même, qui ont beaucoup progressé et qui se sont tout aussi illustrés en prenant l'aventure très à cœur et en étant assez assidus sur leur pilotage et sur la progression de tout ça, donc un grand bravo. Alors je tiens aussi à rappeler, pour Manon notamment, qui a roulé avec un tendon déchiré à l'épaule gauche, si je dis pas de bêtises, et avec les F4 qui n'ont pas la direction assistée, faire P8, pour de vrai, c'est un vrai fucking résultat. Cinquième et dernière réaction, on est obligé de parler de Prime, le foufou qu'on adore et qu'on craint un petit peu parfois, hein, parce que c'est un gars qui est entier et qui va au bout de tout ce qu'il fait. Et pour cause, il partait de très loin parce que le sport auto, c'est pas quelque chose qu'il connaissait. Et ça a été honnêtement celui qui a le plus progressé de toute l'aventure. Il est ultra impressionnant pour de vrai. Alors forcément, il manque encore un peu d'apprentissage, comme nous tous d'ailleurs, hein, on va être honnête. Mais en fait, surtout, il est pas académique dans son pilotage et il roule
beaucoup avec le cœur et l'émotion. Et alors, Denis, il nous dirait ne pilotez surtout pas à l'émotion, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas être des robots et donc faut canaliser cette émotion. Et pour Prime, c'est un peu encore difficile, mais je fais confiance, il va y arriver un jour. Alors au départ, Prime se laisse un petit peu trop glisser sur l'intérieur d'Etienne qui a préféré court-circuiter la chicane directe plutôt que d'aller à un probable accrochage. Belle vista, il n'y a pas de problème. Prime remet le couvert de la même manière en ne freinant pas assez pour le coup au musée et en manquant de peu de faire partir Etienne en tête à queue parce que là, c'est pas passé loin des crashbox arrière de la voiture de World of Tank. Dans les deux manœuvres, le Prime, il oublie de descendre les rapports. Et c'est pour cela que Pierre lui met un énorme intérieur au freinage du garage vert, où là aussi Prime freine trop tard, ou pas assez fort du coup, pour prendre le virage. Alors finalement, ça y est, il se met un peu dans le rythme, il rentre dans sa course, il n'oublie pas quand même de saluer le public à 170 km/h dans la ligne droite des stands, prend en chasse Pierre, et les deux manquent de s'accrocher avec un dive de Prime qui est encore une fois d'un petit peu trop loin, mais faut respecter l'idée de la manœuvre pour le coup, donc bon, il tente des trucs. Faut saluer. Alors il prend le temps de réfléchir et tente d'une autre manière au garage vert par l'extérieur, se positionne mieux pour la sortie et lâche un bel intérieur à Pierre en sortie. Il va exploser de joie avant même de sortir du virage du chemin au bœuf pour célébrer son dépassement et rebelote dans la ligne droite des stands où encore une fois il va saluer le public. Alors si vous doutiez que Prime ne faisait pas les choses avec le cœur, là je sais pas quoi vous dire. Alors encore une fois, hein, c'est top, on adore, mais il faut canaliser cette énergie pour éviter de faire des erreurs. Mais ouais, c'est beau quoi. Wouh, wouh. Alors sa course va être ensuite un petit peu esselée avant le fameux incident de la safety car. Alors, la safety car, mon cher Prime. Alors premièrement, oui, on a vu toutes les procédures de sécurité, dont la fameuse safety car. On a eu des briefings où dedans, il y a une grande quantité d'informations, et notamment avec Etienne. Nous, on connaît toutes les procédures de nom, on les voit chaque week-end en Grand Prix, machin et tout ce que vous voulez, mais même avec ça, on n'était pas super bien, tellement il y a d'informations à apprendre et on n'a pas de HUD pour dire ce que tu dois faire. Juste les commissaires et les panneaux LED, en fait. T'as pas d'assistance. En vrai, vu comme ça, c'est pas bien compliqué les procédures de safety car, oui, mais on a toujours le doute au début de savoir si on est bien en train de faire la bonne chose. Sylvain, quand il passe la ligne devant le drapeau à damier, il doute un petit moment sous la pression et l'adrénaline. On va douter de ce que l'on voit parce que justement, en fait, on a peur de faire une bêtise, on n'a pas envie de faire une erreur. Et pour des néophytes, moi je m'en suis rendu compte, mais les briefings, c'est une quantité d'informations à absorber, mais alors qui est nécessaire du coup, mais qui est énorme et hyper difficile à digérer parce que tout simplement, tout ne fait pas forcément sens pour eux parce que c'est un nouveau sport. Pour nous, c'est oui, safety car, tu doubles pas. Mais pour eux, pas forcément. Alors c'est comme si je t'expliquais les règles de, je sais pas moi, League of Legends par exemple. Moi j'y connais absolument rien, je suis paumé, c'est du chinois. Donc dis-toi, c'est comme si moi on m'expliquait les règles et après go, tu pars en game, tu vois. C'est pas tant le problème de comprendre les règles, mais c'est surtout de les appliquer dans un environnement où t'es full adrénaline, où personne, mais absolument personne, peut venir te corriger, te souffler dans l'oreille si jamais tu fais de la merde en mode ouais là faut pas dépasser frérot. Non là on est seul avec la bagnole, on a quelques drapeaux, des pancartes, mais on est maître du véhicule et il n'y a personne d'autre qui va venir corriger ça. Alors Prime pensait avec certitude qu'il avait le droit de dépasser les retardataires pour se retrouver juste derrière Etienne. Donc naturellement, il se dit « Chouette, je vais pouvoir me remettre derrière lui pour la relance et let's go !» Sauf que bon, dans la manœuvre, il double un petit peu trop de voitures, il double Etienne et se retrouve devant Manon et du coup derrière moi. Je regarde dans le rétro, je suis « Qu'est-ce qu'il fout là lui ?» Et là, au bout d'un moment, il se dit « Tiens, c'est bizarre, il n'y a plus que 2 voitures devant moi, j'ai dû me planter un moment. » Il va vouloir laisser repasser Manon et Etienne, évidemment, avant la relance. Mais il y a une règle qu'il a zappée, du coup, c'est que sous safety car, sous drapeau rouge ou même sous drapeau jaune, on double jamais la voiture devant soi, peu importe qui elle est. Donc non, faut pas doubler les retardataires, quoi. Alors Prime, beau jeu, relaissera finalement passer Etienne à la relance en se rangeant à droite dans la ligne droite de départ arrivée avant de se mettre dans le bac à gravier à la chicane Dunlop. Bah oui, il a passé un tour à essayer de réparer son erreur, à oublier que ses pneus et ses freins avaient refroidi et la voiture l'a sanctionné immédiatement. Alors vous voulez savoir d'où la confusion vient probablement? Moi j'ai une petite idée, je sais pas si c'est ça, je vais pas poser la question pour le coup. Peut-être que ça vient d'Abu Dhabi 2021 qui a été l'exemple du bordel absolu que c'est de gérer une relance de safety car, et dont les néophytes ont toujours du mal à comprendre c'est quoi la véritable règle, est-ce qu'on laisse passer les retardataires, est-ce qu'on double les retardataires, machin. Ça a été tellement un tollé ce bordel que
tout le monde est paumé. Les néophytes comprennent pas, ils savent pas. Et même si on nous l'a répété en briefing, je vous promets que lorsqu'on est véritablement seul dans la voiture, personne, encore une fois, ne peut te souffler la bonne réponse sur ce que tu dois faire ou ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas une radio, et on peut effectivement faire des bêtises. La voiture, elle va pas freiner toute seule parce que le jeu veut pas que tu dépasses. Donc du coup, voilà, si tu décides de pas freiner et de rentrer dans quelqu'un, et bah, tu rentres dans quelqu'un. Alors oui, l'erreur reste assez grave tout de même, elle n'est pas excusable pour autant, et témoigne aussi de la difficulté, je trouve, d'absorber toutes les informations et règles d'un sport complexe comme le sport auto, quand on est un véritable néophyte. Mais encore une fois, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et le GP Explorer ne pouvait pas être parfait, mais tout le monde a fait preuve d'un minimum de bon sens pour terminer la course, que ce soit du côté des pilotes, ou même de la direction de course, parce que on a laissé passer quand même des belles choses à la direction de course, pour le bien de tout le monde, parce que ça a été surveillé de près et tout, mais on n'a pas appliqué le règlement à la règle, à la lettre près, pour certaines petites dingueries de drapeau jaune, etc. Mais, on est des amateurs. Allez, je vous lâche avec un petit bonus. Alors oui, on n'a pas parlé de la bataille pour la tête de la course, mais bon, vous avez été servi en direct, donc je voulais vraiment revenir sur la course des autres pilotes qui ont œuvré dans cette course, et d'ailleurs toutes les courses des autres pilotes ont, je trouve, été assez formidables. Voir autant de monde avec du sérieux, donner à fond et comprendre qu'il faut aller au bout, bah c'est juste magnifique. J'ai quand même une petite pensée pour Squeezie, qui a malheureusement passé une course un petit peu seul, et pour qui ça n'a pas dû être aussi fun que pour d'autres. Mais bon, a priori, il aura d'autres chances de s'illustrer sur une prochaine édition, apparemment. Alors je vous l'ai dit, hein, ça n'empêche pas de faire des erreurs ou des petites dingueries par-ci par-là. Je vous rappelle qu'on reste des amateurs qui ne maîtrisent absolument pas tous les rouages parfaitement d'une course et d'une voiture comme un professionnel. Mais il faut dire que globalement, ça s'est bien passé et que, encore une fois, globalement, on a fait preuve de bon sens sur à peu près tout. Ce qui me rend le plus heureux dans cette histoire, c'est de voir tous les sourires de tous les pilotes en sortant des voitures, parce que même si beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas ou ne s'intéressaient pas forcément au sport automobile, ils ont globalement pris beaucoup de plaisir, et je vais vous dire, c'est tout ce qui compte. Notre sport a fait plaisir à des néophytes, que ce soit en piste ou dans les gradins, et rien que pour ça, les gars, on peut être giga fier de notre sport et de se dire punaise, on a réussi à communiquer de la passion, quoi. Alors oui, on reviendra en vidéo sur la bataille avec Sylvain, parce que je suppose que vous attendez aussi des explications et de l'analyse, donc ne vous inquiétez pas, je l'ai prévu, ça va arriver. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5 exceptionnel. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions sur ce Grand Prix Explorer dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et merci de nous avoir regardés.